Ahmet, donc, c'est un film réalisé, comme je viens de le dire, par Wim Wenders en 1982. C'est une adaptation assez libre du roman éponyme publié par Joe Gorz quelques années plus tôt, en 1975. Le film est produit par American Zoetrope, qui est une maison de production dirigée par Francis Ford Coppola. Coppola qui a acheté les droits du livre dès sa sortie et qui a invité Wim Wenders à venir en réaliser l'adaptation cinématographique aux États-Unis. Comme le roman de Joe Gorz, le film de Wenders mêle à des événements réellement vécus par l'écrivain Samuel Dashiell Hammett des épisodes complètement imaginés. Vous le savez sans doute, Hammett est un écrivain américain qui a révolutionné la littérature policière. Comme l'écrit Raymond Chandler, dans une formule d'hommage reprise par Wim Wenders au début de son film avec de légères variations, je cite, « Hammett a délogé le meurtre des palais vénitiens pour le balancer dans la rue. » Il lui a suffi pour ce faire de quelques nouvelles et surtout de 5 romans qui sont tous parus en l'espace de quelques années, entre 1929 et 1934. Alors parmi les plus célèbres, on peut citer Le Faucon Maltais, bien sûr, mais aussi Moisson Rouge, Sang Maudit, La Clé de Verre et L'Introuvable. Aussi, on tient généralement Hammett pour l'inventeur de ce sous-genre du roman de détection qui est le roman noir, ou plus précisément ce que les Américains appellent le roman hard-boiled. Cette expression hard-boiled se dit d'un œuf qui est devenu dur en raison de sa cuisson dans de l'eau bouillante. Et elle suggère très bien, de manière très parlante, je trouve, la carapace que va se forger au contact de son environnement, au contact de son milieu, le protagoniste de ce type de roman, à savoir le privé, le détective privé. Dans le roman de Joe Gorz, comme dans le film de Wim Wenders, plusieurs éléments renvoient à des faits avérés de la vie du Hammett historique. En 1928, donc l'année où est censée se dérouler l'intrigue, il écrit bel et bien des nouvelles policières qu'il envoie au pulp magazine Black Mask afin de gagner sa vie tant bien que mal. 1928, c'est aussi l'année durant laquelle il rédige Le Faucon Maltais, l'œuvre qui va enfin le rendre célèbre. Hammett a alors 34 ans, il est alcoolique, il souffre aussi d'une tuberculose qui déclenche chez lui de terribles quintes de toux. D'autre part, un petit peu plus tôt dans sa vie, entre 1915 et 1922, Hammett a réellement exercé le métier de détective privé pour la fameuse agence américaine Pinkerton. En revanche, l'intrigue principale du film, plus largement l'univers fictionnel dans lequel cette intrigue prend place, sont inventés de toutes pièces. Toutefois, ils sont fortement inspirés par les écrits de Hammett lui-même. Ce qui est original dans le roman comme dans le film, c'est l'aventure dans laquelle il plonge Hammett, le personnage de fiction, qui est obligé de reprendre du service comme détective privé en 1928, alors que Hammett, la personnalité historique, pour sa part, a raccroché 6 ans plus tôt et qu'il vit désormais de l'écriture. Par ce tour de passe-passe, Hammett devient ainsi le personnage d'une histoire comparable à celle qu'il a écrite, et il se voit projeté dans un univers de fiction proche de ce qu'il a imaginé dans ses propres romans. En cela, le livre de Joe Gorz, comme le film de Wim Wenders, relève de ce qu'on appelle parfois, à la suite d'Alain Buizine, la fiction biographique ou biofiction. Alain Boyat, qui aurait dû au départ être parmi nous aujourd'hui mais qui n'a pas pu venir, dans son article intitulé « Le déni de l'écrit à l'écran », a bien montré que cette solution, ce dispositif, est récurrent dans les films portant sur un écrivain réel, comme en témoigne par exemple le Kafka de Steven Soderbergh, qui est sorti en 1991, le Festin nu de David Cronenberg, que vous aurez la chance de voir ce soir en ouverture du cycle consacré au film sur les écrivains, ou plus récemment en France en 2007, le film Molière de Laurent Tirard. Cependant, le projet de Wenders et le projet de Coppola, avec Hammett, n'était pas principalement de rendre compte de la vie de l'écrivain. Comme le souligne Wim Wenders, je le cite, « Nous voulions que ce soit à la fois une biographie de Hammett, un film sur un écrivain,
et un film policier classique. Or, il était très difficile de trouver un équilibre entre ces différentes composantes. Fin de citation. Finalement, et ce sera là mon point de départ, Wim Wenders, dans un autre entretien, tranche nettement, voici ce qu'il dit: « Le film ne veut pas être biographique, on pourrait plutôt l'appeler la biographie d'une imagination. » Et en effet, le film constitue avant tout, c'est ce que je vais essayer de démontrer à présent, une réflexion sur le processus de création et sur la genèse de l'œuvre littéraire. Et donc, dans cette perspective, je vous propose de regarder ensemble un premier extrait. Il s'agit de l'ouverture du film, c'est-à-dire des 5 minutes qui suivent immédiatement le générique initial. Donc vous venez de le voir, après avoir mis un point final à sa nouvelle, Hamet s'assoupit et il rejoue en rêve la scène finale de l'histoire qu'il vient d'achever dans ce qui s'apparente à un film second enchâssé dans le premier. Cette séquence de rêve est plusieurs fois entrecoupée par des inserts, des gros plans de la machine à écrire. Wenders la montre sous tous les angles, il en détaille les rouages, il semble même faire entrer la caméra en elle comme pour les identifier. La machine à écrire devient littéralement ici une dream factory, une usine à rêves, puisque ce sont des images qui en surgissent et non des mots. Wenders utilise, vous l'avez constaté, 2 figures de style pour nous faire comprendre que les images que nous voyons naissent de la machine à écrire tout autant que de l'imagination de Hamet. Nous avons d'abord à 2 reprises 2 fondus enchaînés successifs qui lient dans la douceur de la continuité en les superposant quelques instants les images de Hamet affalées sur son lit, puis de la machine à écrire sur laquelle il tape, et enfin du film second qui émane de la machine à écrire. Puis dans un deuxième temps, nous avons un montage alterné qui nous présente tour à tour des plans de la machine à écrire et les images qu'elle produit. On le voit, la machine à écrire revêt ici la même fonction qu'un projecteur de cinéma. C'était d'ailleurs là l'intention explicite de Wim Wenders, je le cite. Pour moi, la vieille Underwood, Underwood étant la marque de la machine à écrire de Hamet, pour moi, la vieille Underwood, c'était tout à fait une machine cinématographique. Alors, comme l'a noté Trudy Bolter dans sa brillante analyse du film, on sent la volonté de Wim Wenders de souligner la proximité morphologique entre la machine à écrire d'une part et les éléments du dispositif cinématographique d'autre part. Alors, je cite Trudy Bolter. Wenders filme la machine à écrire de côté, en gros plan, afin que le bouton enrouleur du chariot se trouve dans le tiers supérieur de l'écran, ce qui fait ressembler la machine à écrire à l'un des premiers appareils photographiques ou même à un projecteur rudimentaire. Le ronronnement et le cliquetis de la machine font penser au bruit que font les encoches de la pellicule en passant dans le pignon du projecteur. Au bout du compte, ce à quoi nous assistons donc dans cette séquence, c'est à une confusion volontaire entre la machine à écrire, le projecteur cinématographique et le cerveau de Hamet. Les images mentales du rêve de Hamet correspondent parfaitement à celles que produit la machine à écrire projecteur, ce qui revient à dire que l'écriture hamétienne est par essence visuelle, voire même cinématographique. D'une certaine manière, le style littéraire de Hamet est si cinématographique qu'il produit instantanément des images. Pour en faire un film, on n'a même plus besoin de procéder à une adaptation, c'est-à-dire à une transposition du roman en scénario. Par exemple, dans la séquence enchâssée, le texte qui est récité par la voix off est parfaitement conforme à celui qu'Hamet vient d'écrire quelques minutes plus tôt dans le film, comme le confirmerait une vision très attentive du plan où nous partageons le point de vue de Hamet en train de taper le mot « fin » et que vous avez ici à l'écran. On n'a plus besoin non plus d'en passer par le tournage et par la prise de vue, c'est-à-dire par la mise en image progressive du scénario, puisque les images surgissent immédiatement de la machine, telle Athéna sortant tout armée et casquée selon la légende du crâne de Zeus. La jeunesse de ces images est donc en quelque sorte effacée, elle vient se loger dans le creux des fondus enchaînés. Alors, il a souvent été noté que les œuvres de Hamet revêtaient une dimension quasi cinématographique. Plusieurs facteurs vont dans ce sens. D'abord,
l'importance qu'il accorde au mouvement dans toutes ses fictions, ainsi que son sens hors pair de l'action. Cela se fait jour notamment dans les intrigues elles-mêmes. Le détective n'y est plus, comme dans le roman policier anglais, une machine pensante, dont la principale force serait l'esprit de déduction, exemple parfait étant sur Sherlock Holmes. Au contraire, chez Hammett, le privé hard-boiled pénètre les milieux interlopes dans lesquels il enquête, il s'y engage physiquement, quitte à se mettre en danger. Le style littéraire de Hammett est lui aussi éminemment cinématographique. Sa prose très visuelle invite le lecteur à se représenter mentalement les scènes qu'il décrit, ce qui bien sûr n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'industrie hollywoodienne, pour laquelle Hammett a travaillé en tant que scénariste dans les années 30, que ce soit à la Warner, à la Paramount ou à la MGM. D'ailleurs, lorsque John Huston réalise Le Faucon Maltais, en adaptant l'œuvre de Hammett en 1941, il fait remarquer qu'il y a très peu de choses à changer au roman pour en faire un scénario. C'est que l'écriture hammettienne se caractérise par un behaviorisme absolument radical, chez Hammett aucun psychologisme, jamais la moindre allusion aux pensées ou aux sentiments d'un personnage, peu importe que le récit soit mené à la première personne, comme dans la plupart de ses œuvres, ou à la troisième personne, comme dans Le Faucon Maltais, comme dans La Clé de Verre, la focalisation, pour reprendre la typologie de Gérard Genette, est systématiquement une focalisation externe. Le personnage n'est donc caractérisé exactement comme au cinéma, que par son physique, par ses actions, ses réactions, ses attitudes, ses postures, ainsi que par une description minutieuse de son environnement, des décors dans lesquels il évolue, des objets qui l'entourent. Il n'est pas impossible, du reste, que Hammett ait été influencé par le cinéma hollywoodien muet. C'est une hypothèse qu'ont formulée certains universitaires, parmi lesquels Jacques Cabot, spécialiste de littérature américaine, que je cite, et vous avez donc la citation à l'écran. Hammett n'aurait pas inventé le roman noir sans le cinéma qui lui apprend à donner à voir. Il supprime motifs et explications, il montre. Le procès verbal policier rejoint le behaviorisme du cinéma muet pour fonder une esthétique de l'ellipse. Le roman n'a plus ni rime ni raison, mais seulement les faits et gestes. Entrer, sortir, courir, relever le col du par-dessus, offrir une cigarette, préparer un whisky soda, plisser les yeux. Les gestes sont des rites révélateurs. Les paroles ne sont qu'un accompagnement sonore, comme le piano du cinéma muet. Si les gestes sont des rites, les objets, eux, sont des attributs. C'est pourquoi ils sont très précis. Dans Le Faucon Maltais, on ne dit jamais un revolver, mais un Webley Fosbury automatique, 38 à 8 coups. Alors je vais à présent vous passer un deuxième extrait qui correspond cette fois-ci à la toute fin du film. Ce qu'il faut savoir pour bien comprendre cet extrait, c'est qu'entre l'ouverture du film et cette dernière scène, Hammett a été pressé par celui qui l'a formé 13 ans plus tôt au métier de détective à reprendre du service, et donc il s'est vu contraint pour s'acquitter d'une dette à son égard, de traverser un certain nombre de péripéties qui l'ont amené à découvrir un San Francisco où fleurissent les trafics et un San Francisco complètement gangrené par la corruption, par la collusion des politiciens, de la police, des proxénètes. Alors ce que suggère bien sûr cette séquence, c'est que l'enquête qu'a menée Hammett le détective tout au long du film va permettre l'accouchement littéraire de Hammett l'écrivain. Le film converge tout entier vers cette scène qui correspond au moment où le vécu se transforme, se transmute en œuvre, et en œuvre littéraire. Ce que le spectateur a vu tout au long du film, c'est l'expérience qui sert de base à l'écriture d'un roman de Hammett, très certainement Le Faucon Maltais, même si cela n'est pas dit explicitement. Cependant, vous aurez sans doute noté que tout près de la machine à écrire, derrière la machine à écrire, on a la lampe de bureau de Hammett, dont le socle est constitué par une statuette tout à fait semblable à celle du Faucon Maltais. Je vais en reparler dans quelques instants. On se rend compte que le matériau vécu par Hammett le détective est ici retravaillé et modifié par Hammett l'écrivain, qui se réapproprie ce matériau. Comme vous l'avez vu, des vignettes en noir et blanc, qui sont des sortes de petits clins d'œil au genre du film noir, viennent s'inscrire en surimpression sur l'image en couleur, qui pour sa part nous présente Hammett face à sa machine à écrire. Les images en noir et blanc, par leur position en haut à gauche du cadre,
semble venir sortir tout à la fois du cerveau de Hamet et de la machine à écrire, qui se trouve juste en dessous d'elle. Les personnages qui y apparaissent sont incarnés par des acteurs et des actrices que nous avons déjà vus tout au long du film, mais, et c'est cela qui est le plus important, ces acteurs et ces actrices apparaissent dans des rôles différents de ceux qu'ils campaient dans le film. L'imagination de l'écrivain se nourrit donc de la réalité vécue, mais elle lui fait ensuite subir toutes sortes de déformations, toutes sortes de transformations. Elle construit à partir de ce matériau, par hybridation, par condensation, par déplacement, de nouvelles histoires, de nouvelles figures, un petit peu de la même manière que le travail du rêve, dans l'analyse qu'en fait Sigmund Freud, travestit des éléments de la vie diurne à laquelle le rêve s'alimente. Ce rapprochement expliquerait d'ailleurs pourquoi Wenders, dans son film, accorde une telle importance au rêve de Hamet, puisqu'on a aussi une deuxième séquence de rêve tout à fait intéressante dans le film. Quoi qu'il en soit, ce à quoi nous assistons au cours du film, c'est bien à la genèse d'une imagination, ou plutôt, comme le disait Wim Wenders dans la citation que je vous ai lue tout à l'heure, à la biographie d'une imagination. Le film rend compte des processus d'affabulation qui transfigurent la réalité en matériaux fictionnels. Il s'apparente donc à une réflexion sur les rapports qu'entretient un écrivain avec les sources de sa création. Cela est particulièrement visible pour la statue de Faucon, dont je vous ai parlé, qui sert de pied de lampe sur le bureau de Hamet, et que vous aurez peut-être remarqué dans les deux extraits. On la voyait aussi dans le premier extrait que je vous ai passé. Ce qui est suggéré ici, c'est que la statuette qui est au centre de toutes les convoitises dans le Faucon maltais a été inspirée à Hamet par cette simple lampe sur ce simple bureau. Et donc que Hamet met à profit tout ce qui l'entoure, objets, décors, ambiance, amis, simples connaissances, pour bâtir, construire à partir d'eux de nouvelles constellations diégétiques. Wim Wenders met ici le doigt sur ce qui constitue une des caractéristiques majeures du processus de création hamétien, caractéristique qu'il partage certes avec bien des écrivains, voire tous, mais qu'il porte peut-être à son point d'incandescence maximale. Cette caractéristique, c'est l'importance du vécu, en particulier de son expérience de détective à l'agence Pinkerton, comme source d'inspiration de ses œuvres littéraires. Le mot d'inspiration convient bien dans la mesure où le matériau originel est retravaillé, digéré, au point d'en sortir considérablement métamorphosé. Ce processus d'affabulation est parfaitement visible dans le film pour ce qui concerne la construction des personnages. Par exemple, dans le premier extrait que je vous ai passé tout à l'heure, le début du film, les deux principaux personnages du film second, donc le narrateur anonyme d'une part et Sue Alabama d'autre part, s'avèrent dans la suite du film être inspirés par des connaissances de Hamet. Par exemple, Sue Alabama a les traits de sa voisine, Kit Conger, une jeune femme bibliothécaire avec laquelle il entretient une relation et qui est incarnée dans le film par la même actrice que Sue Alabama, à savoir Marie-Lou Henner. Et à un moment du film, s'adressant à elle, Hamet lui confie avec malice d'ailleurs « Dommage que tu n'aies pas lu mon manuscrit, tu y aurais reconnu quelqu'un ». Donc, on voit bien la source d'inspiration. Mais ce qui est montré dans le film ne fait que rendre compte d'une méthode de travail avérée du Hamet historique. Comme le rapporte en effet, là encore, Jacques Cabot, je cite, « Les personnages du Faucon maltais sont des êtres réels sur lesquels Hamet a laissé des notes. Wilmer, Hamet l'a arrêté à Stockton, en Californie, où il filait un cambrioleur de bijouterie. Le personnage de Brigitte Auchosnessy a deux sources, une amie artiste de Hamet et une femme qui était venue à l'agence Pinkerton de San Francisco pour faire surveiller sa bonne. Mais laissons parler Hamet, j'ai travaillé avec l'original de Dundee dans un atelier de chemin de fer en Caroline du Nord, Cairo. Je l'ai arrêté pour faux à Pasco, dans l'État de Washington. Quant à Spade, il n'a pas d'original, c'est un personnage de rêve, en ce sens qu'il est l'idéal de la plupart des détectives privés avec lesquels j'ai travaillé. Alors je voudrais à présent vous passer un troisième et dernier extrait, qui prend place cette fois-ci vers le milieu du film. Vous allez le voir, Hamet y discute avec un proxénète de Chinatown qui s'appelle Fong, et ce Fong lui a dérobé l'unique exemplaire de la nouvelle à laquelle il venait de mettre un point final au début du film.
Vous allez le voir, leur dialogue thématise parfaitement la problématique qui est au cœur du film, comme si le cinéaste cherchait à attirer l'attention du spectateur sur ce qui constitue l'enjeu principal de son film, de son œuvre, à savoir donc le rapport entre la fiction et ses sources d'inspiration. Le film adopte une stratégie qui est bien souvent à l'œuvre dans les films présentant une figure d'écrivain, et qui consiste, Nadja en a parlé en introduction, pour le rendre cinégénique, à en faire un personnage actif, un personnage en mouvement, plutôt qu'un personnage penché des heures durant sur sa feuille ou sur sa machine à écrire, dans une position figée, statique. Pourtant, Wim Wenders semble ici se moquer gentiment de cette convention, le personnage de Hammett ne possédant aucune des caractéristiques propres aux héros hollywoodiens du film d'action ou du polar. Ayant prématurément vieilli en raison d'une tuberculose, Hammett apparaît ici comme un être fatigué, épuisé, éreinté par des quintes de toux continuelles, mais aussi par les cigarettes et par l'alcool qu'il ne peut s'empêcher de consommer en grande quantité. Là aussi, un cliché assez récurrent du film sur un écrivain. Tout au long du film, il peine à courir sans s'étouffer aussitôt, et dans l'extrait que je viens de vous passer, il présume grandement de ses forces en s'attaquant aux gardes du corps. On est ici bien loin du détective hard-boiled, c'est-à-dire littéralement du dur à cuire, qu'Hammett, l'écrivain, met systématiquement en scène dans ses propres fictions. La réplique que Fong adresse à Hammett, au moment où il perd connaissance, le courage physique ne relève pas du métier d'écrivain, et de ce point de vue assez ironique, elle peut être interprétée comme un clin d'œil aux conventions du film sur un écrivain, et comme une manière de s'en distancier, histoire de rappeler que l'essentiel dans le film n'est pas ce qui relève du polar, ce qui relève de l'action, mais bel et bien tout ce qui relève de la réflexion sur le processus de création littéraire. Ce qui est passionnant, et je conclurai là-dessus, c'est que cette réflexion sur les sources d'inspiration de l'œuvre littéraire trouve un prolongement dans la manière dont Wenders, avec son propre film, va se positionner par rapport à l'histoire du cinéma. Hammett est clairement un film qui relève de ce que certains ont dénommé le néo-noir, et en cela, d'ailleurs, il aurait tout à fait sa place dans le cycle actuellement consacré par la Cinémathèque à ce type de film. Si c'est directement dans la réalité que Hammett vient puiser ses figures, vient puiser ses histoires, en revanche, c'est avant tout dans l'histoire du cinéma, et en particulier dans le genre ou dans le quasi-genre du film noir, que Wim Wenders, pour sa part, vient puiser son inspiration. Son film est un hommage nostalgique aux conventions et au style du film noir, de l'âge d'or classique, c'est-à-dire des années 40, 50, genre du film noir dont l'une des sources les plus évidentes est précisément le roman hard-boiled, en particulier l'œuvre de Hammett. Dans le film de Wenders, plusieurs éléments témoignent de cet hommage nostalgique au film noir classique. C'est le cas par exemple de l'angle de prise de vue adopté à la toute fin de l'extrait que je viens de vous passer, au moment où nous partageons depuis le sol le point de vue de Hammett en contre-plongée. Les plans où le plafond occupe une grande partie de l'image renvoient inévitablement, sous la forme du clin d'œil, à l'esthétique du film noir, et en particulier à un type de cadrage qui précisément a été mis à l'honneur par John Huston dans Le Faucon Maltais, sur le plateau duquel il avait demandé à son chef décorateur, pour renforcer un sentiment d'enfermement claustrophobique, de bâtir des décors pourvus de plafonds, ce qui, à l'époque, était contraire aux habitudes de l'époque. Et vous avez quelques exemples ici dans Le Faucon Maltais. L'hommage attendri au film noir du cinéma hollywoodien classique passe également par le casting du film, qui multiplie les clins d'œil cinéphiliques à l'âge d'or du film noir. Wenders a en effet délibérément fait appel, pour certains seconds rôles, à des anciens. Par exemple, Elisha Cook Jr., qui interprétait déjà un porte-flingue dans Le Faucon Maltais en 1941 et qui, 41 ans plus tard, interprète un chauffeur de taxi anarcho-syndicaliste dans le film de Hammett. Clin d'œil d'ailleurs à l'engagement politique de Hammett à partir des années 30-40. Également, clin d'œil cinéphilique à l'âge d'or du film noir à travers l'actrice Sylvia Sidney, qui en 1931 était l'héroïne du film de Robert Mamoulian, Les Carrefours de la Ville, film lui-même basé sur une histoire de Dashiell Hammett.
ou encore clin d'œil à travers Samuel Fuller, donc réalisateur et acteur, qui fait un caméo très remarqué dans une des scènes du film. Comme l'écrit Michel Bouju, et je terminerai donc sur cette citation, c'est toute l'histoire du cinéma qui s'inscrit ici dans les marges, comme si le cinéma, selon Wenders, ne vivait que du cinéma. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais savoir si vous avez une idée ou des doutes sur le fait que la littérature hard-boiled commence et est reprise par l'après par le cinéma. Or, nécessairement, si l'une a inspiré l'autre, il faut un décalage horaire. Mais les années fin 20, 30 sont les années de la crise. Le hard-boiled tombe hyper bien. Les années 40-50 sont la Deuxième Guerre mondiale, les héros. Les années 50, c'est encore une autre atmosphère. Et comment vous mettez ensemble ce succès et ces déchantements, peut-être, entre les deux époques? Merci. Oui, c'est une très bonne question et très vaste question, effectivement. Il me semble quand même qu'il y a oui, une influence très forte du roman hard-boiled sur le film noir, même si c'est plutôt, je pense, en termes d'intrigue, en termes de type de personnage, en termes de situation. Et on sait aussi que le film noir va l'épuiser du point de vue esthétique, du côté d'un certain cinéma expressionniste. Alors après, par rapport, quel est le lien avec les événements historiques, avec ce qui se passe effectivement, avec la crise économique de 29 et ensuite avec la Deuxième Guerre mondiale, j'avoue que je ne me suis pas posé vraiment la question. Et je pense que bon, ça serait un travail absolument gigantesque. Alors peut-être que Trudy a justement des éléments là-dessus à nous apporter. Oui, c'est quelque chose de très terre à terre, mais je pense que est-ce que c'était 1974 qui était l'invention, pas du player DVD, mais enfin de la cassette qui permettait aux gens d'avoir chez eux le moyen de se refamiliariser avec le cinéma du passé. C'était aussi les années 70, l'essor des film studies. Et donc la mise en valeur des époques du passé et peut-être le début d'une cinéphilie chez les gens, chez les particuliers, les gens ordinaires qu'on n'avait pas connus depuis la période où les gens allaient une fois par semaine au cinéma. C'est une idée. Oui, alors ça me paraît tout à fait intéressant, effectivement, parce que alors c'est plutôt, je crois, le début des années 80, il me semble, et le développement des ventes de magnétoscopes, notamment aux États-Unis, c'est vraiment dans les années 80, et des cassettes, effectivement. Oui. Et sauf que d'une certaine manière, le néo-noir, enfin cette sorte d'hommage, soit nostalgique, soit ironique, au second degré, par rapport au film noir, débute dès les années 70. On peut penser à des films comme Chinatown de Polanski, bien sûr. On peut penser au Privé, également de Robert Altman, qui doit dater de 73, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est vrai qu'il y a une nostalgie peut-être encore plus forte au début des années 80, et ça va parfaitement d'ailleurs de pair avec le projet qui est celui de Coppola au début des années 80. Il vient tout juste, en 1980, de racheter des studios à Hollywood, énormément, ça s'appelle les Hollywood General. Et donc il a 9 plateaux, il a 34 salles de montage, je crois, et il veut essayer, donc il y a une nostalgie de l'âge d'or classique du cinéma américain, et il aimerait retrouver cet âge d'or des studios, avec notamment l'idée de faire des contrats d'exclusivité avec des acteurs et avec des scénaristes, et notamment Frédéric Forrest, donc, qui interprète ici Ahmet, donc dans le rôle principal, qui est aussi dans le film de Coppola Coup de cœur, mais aussi Terry Garr ou Natasha Kinski vont, à un moment donné, avoir un contrat d'exclusivité, comme cela se faisait pour les acteurs et les actrices à l'époque classique à Hollywood. Et donc ce projet qui est un projet très nostalgique, quoi, c'est vraiment revenir à cette époque des grands studios.
on le retrouve aussi, je pense, à travers le genre du néo-noir, qui est voilà, une sorte d'hommage au film noir. J'ai essayé de répondre d'une autre manière à la question qui a été posée là, en donnant l'exemple justement du Faucon Maltais. Parce que le Faucon Maltais, c'est la troisième adaptation, en fait, celle de John Huston. Il y en a une dès 1931, qui est relativement standard, entre guillemets, c'est assez proche de l'intrigue du roman. Et il y a une version par contre parodique et comédique en 1936 par William Dieterle. Et en fait, la version de Huston revient à la version de 1931 à certains égards et abandonne justement la dimension comique, parodique qu'on a dans la version de 1936. Donc ce qui semble clair, c'est qu'il y a un décalage effectivement entre le roman noir, donc publié à la fin des années 20 et du début des années 30, parce qu'au départ c'est publié dans des revues comme Mask, Black Mask, et le film noir, pardon, qui arrive effectivement une décennie plus tard, d'ailleurs avec le Faucon Maltais, mais aussi avec Stranger on the Third Floor, avec Peter Lorre, qui est déjà un film noir prototypique en quelque sorte, avec une dimension onirique d'ailleurs très marquée. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça. Il ne faut pas oublier aussi, je pense, l'influence de la littérature américaine dans les années 20, notamment Dos Passos, donc le rapport entre littérature et cinéma chez Dos Passos, avec l'influence notamment de ce qu'il appelle le newsreel ou du camera eye. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué en fait. Après, moi j'avais une question par rapport à... Bon, je vais avoir une petite remarque, mais bon, je pense que tu connais, simplement tu es un peu vite. Bon, je pense qu'on ne peut pas opposer de manière aussi systématique le hardboil, justement, et le roman type Sherlockien, puisque Doyle lui-même fait de son détective non seulement une machine intellectuelle, comme tu l'as très bien dit, mais également quelqu'un qui va sur le terrain, qui se déguise. On trouve ça bien sûr des dateurs, mais dans les nouvelles de Conan Doyle, il y a déjà évidemment des gens qui se... Enfin voilà, il paye de sa personne, il se fait tabasser, enfin bon voilà, donc c'est aussi un corps, c'est pas seulement un esprit. Bon, ça c'est juste un détail, outre le fait qu'il sniffe de la cocaïne, bon ça c'est un autre aspect. Moi j'ai une autre remarque aussi par rapport à ce que tu disais sur le passage avec Frédéric Forrest, qui m'a paru très intéressant, et ça... En même temps, c'est pas c'est pas antinomique, parce que le détective privé, c'est un hard-boil, certes, mais c'est quelqu'un qui se fait surtout tabasser. Donc c'est pas, Bogart, on le sait, hein, c'est quelqu'un de frêle et il est capable de donner un coup de poing, mais il se fait aussi souvent tabasser, ou d'autres privés, Dick Powell, d'autres, celui qui joue c'est une adaptation de Chandler, Farewell My Lovely, où le personnage au début est tabassé, etc. Ensuite il se retabassé de nouveau, donc c'est vraiment typique. Donc ça c'est le premier point, donc il paye de sa personne physiquement, et pas forcément en tant que super-héros justement, ou héros tout court. Et en plus, c'est un héros fatigué, comme le dit Serge Cholin très bien dans un de ses articles, c'est un héros fatigué. Voilà. Donc c'est quelqu'un dont le corps est fatigué, usé, etc. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la perspective je mandate. Donc je trouve que Frédéric Forrest incarne bien, à certains égards, le privé tel qu'on le trouve dans la littérature et surtout dans certaines adaptations type film noir. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, c'est juste une... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il me semble quand même qu'il y a une très très légère différence, c'est que par exemple on voit dans le Faucon Maltais qui désarme très facilement certains personnages, certains porte-flingues, alors qu'ici on le voit systématiquement en difficulté. C'est-à-dire dès qu'il se met à courir, il est complètement essoufflé, on voit qu'il fume trop, qu'il boit trop. Là il présume très largement de ses forces, mais effectivement c'est déjà effectivement dans cette figure, à travers même l'univers du roman noir, on a l'idée d'une usure dans le monde usé, dans le monde en crise, de quelque chose de... Oui, effectivement, il y a une sorte de fatigue quasiment inhérente au roman noir et au film noir. Une dernière remarque, si tu permets. J'ai trouvé passionnant là, ce que tu as dit sur évidemment les images de films noirs qu'on voit à la fin. Et l'histoire des plafonds, quand même, ça fait penser à un autre grand film noir, mais un peu décalé. Bien sûr, c'est La soif du mal d'Orson Welles. Et je pense qu'il y a un hommage à La soif du mal ici, dans le plan en forte contre-plongée sur le personnage avec un visage en plus, et la lampe à côté, qui évoque une des scènes célèbres de La soif du mal. Et je pense qu'on pourrait s'amuser. Alors, tu parlais d'Elie Chacou Jr., qui est aussi le rôle de l'homme littéralement dévirilisé, démasculinisé dans The Killing de Kubrick.
Kubrick en 56 aussi. Bon, donc effectivement, mais comme beaucoup de gens du néo-noir, effectivement, comme le fait Polanski dans Chinatown, qui convoque John Huston également, dans un rôle de patriarche absolument pervers, épouvantable, enfin bref, incestueux, etc. Ça fait partie effectivement de la convocation des vieilles stars, entre guillemets, fait partie de ce travail sur le noir, comme de la même manière que par exemple Corman, quand il fait les adaptations entre guillemets libres d'Edgar Allan Poe, convoque Boris Karloff, Peter Lorre, etc. Voilà, enfin, c'est un aspect intéressant. Juste une toute petite remarque par rapport à ce que tu as dit. Ça m'a fait penser que justement Wenders voulait faire appel à John Huston pour interpréter un rôle dans son film, et il s'est dit non, ça a déjà été fait dans Chinatown, donc je ne peux pas le refaire. Et de la même manière, il avait pensé centrer son intrigue autour d'un scandale qui apparemment a réellement eu lieu sur la construction du Golden Gate du pont à San Francisco, et là aussi il a trouvé que c'était trop proche de l'intrigue de Chinatown, donc beaucoup de choses avaient déjà été faites par Polanski, et du coup il a laissé tomber ces aspects-là.